C'est elle qui me fait. Vous savez, au nom de l'amicale. Bon, c'est avec un grand plaisir. Enchanté. Nous avions reçu vos excuses après pas vos excuses. Quel plaisir. C'était compliqué, ma pauvre. Non mais ça a été un super grand J'étais plaisir. content, j'ai réussi. Eh ben c'est super. Ça nous... Monsieur Michel, Je sais plus, j'ai le souvenir. Nous vous remercions tous, hein, vraiment de nous honorer. Hein. Habíamos hablado con el alcalde. Au nom de l'amicale du camp de Miellin, je vous présente à tous nos profonds remerciements pour votre présence à cette cérémonie du souvenir. Hommage aux 600 femmes, enfants et invalides internés en ce lieu en ce sombre mois de septembre 1939. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Aurélia Frère Moya et Ramon Safon, les initiateurs. Colette Guédry qui a recherché les listes des réfugiés du camp. Sylvie Denis Delis, animatrice de notre blog et efficace secrétaire de l'amicale. Notre trésorier Delio Pelejero. Nous adressons notre profonde gratitude à Monsieur Mougenot, qui en nous offrant cet emplacement a permis l'édification de cette stèle, et ce, en souvenir de sa maman, qui lui confiait la pitié qu'elle éprouvait envers ces malheureux petits Espagnols qu'elle apercevait de sa maison derrière les grillages. Merci à Guy et Francis Coll qui ont construit le soubassement de la stèle et aménagé le chemin pour descendre aux ruines du camp de Miellin. Merci à Chantal Lavoine, journaliste à l'Est républicain, qui s'est intéressée à cette page d'histoire méconnue du camp de Miellin. Merci aux familles et à leurs descendants qui, en février 1939, accueillirent généreusement ces petits Espagnols en guenilles avant leur internement à Miellin. Notre reconnaissance va également aux représentants des associations. l'ACER, Amis des combattants de l'Espagne républicaine. Notre amie Cécile Roll-Tanguy, pour des raisons de santé, n'a pu venir. L'association FREE, Fils et filles de républicains et enfants de l'Exode. Sa présidente, Madame Rosario Godet, nous demande de déposer un drapeau du souvenir au pied de la stèle. Nous remercions toujours également l'ANACRE, Association nationale des anciens combattants de la résistance, le Souvenir français, la Fédération départementale des anciens combattants de la Haute-Saône, la FNDIRP. Les représentants des camps de Gurs et d'Argelès-sur-Mer s'associent également à notre cérémonie. L'amicale adresse aussi ses vifs remerciements aux personnalités qui ont bien voulu honorer cette cérémonie de leur présence. Monsieur le préfet Éric Fresselinard, Monsieur le président du Conseil général Yves Cratinger, Conseil général de la Haute-Saône qui a contribué au financement de cette stèle, Madame la présidente Marie-Guide Dufay est représentée par Madame la vice-présidente de la région de Franche-Comté, Fanny Grandvoinet. Et enfin, Monsieur le maire de Miellin, Yves Bonnet. Après. Enfin, excusez-moi. Enfin, à tous les élus du département, venus si nombreux. Chers élus, pardonnez-moi de ne pas citer tous vos noms et d'excuser les oublis éventuels. Amblance, Lure, Fougerolles, Héricourt, Éons, Beuveuge, Quers, La Procelière, Villafans, Saint-Sauveur, Luxeuil-les-Bains, Plancher-Bas, Mélissé, Servance. En février 1939, toutes vos villes accueillirent des réfugiés républicains espagnols et votre présence
donne un caractère particulier, solennel à cette inauguration. À présent, 72 ans plus tard, en ce 80e anniversaire de la République espagnole, rendons-leur hommage. Ils étaient au camp de Miellin en 1939. Cette cérémonie leur est dédiée. Grâce à eux, nous n'oublierons pas. Je vous présente Madame Aimée Moya, internée à 10 ans. Madame Aurélia Frère Moya, internée à 14 ans. Maria Giner, internée à 10 ans. Rosa Horta, internée à 10 ans. Carmen Aruba, internée à 12 ans. Ramon Safon, interné à 10 ans. Et Manuel Ruiz, à 1 an et demi. Maintenant, nous allons dévoiler la stèle. Soldados, la patria nos llama a la lid. Juremos por ella, vencer, vencer o morir. La trompa guerrera se corta al viento, horror al sediento, y arruja el cañón, y amarga el sañudo, la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella, vencer, vencer o morir. ¡Viva la República! ¡Viva! Maintenant, chers amis, nous allons demander à notre président d'honneur, Ramon Safon, de venir nous faire ses discours. Quelques mots tout simplement pour inscrire le camp de Miellin dans le cadre historique de l'époque. C'est-à-dire le plus grand mouvement de population en Europe au cours du XXe siècle. Car à quelques mois de la fin de la guerre civile espagnole, la perte de la Catalogne jeta dans l'exode vers la France quelques 500 000 personnes. 500 000 personnes dans le froid du mois de janvier 1939, qui s'amassèrent aux portes des Pyrénées-Orientales, attendant l'ouverture de la frontière. Il était un fait que le gouvernement français de l'époque, le gouvernement d'Édouard Daladier, n'avait pas prévu une telle avalanche.
et demanda à Franco de laisser une zone pyrénéenne espagnole pour maintenir cette masse avant de la dépêcher vers les pays qui accepteraient des réfugiés. Bien sûr, Franco n'accepta pas, sachant sa victoire totale et complète. Il fallut se préparer donc à absorber toute cette foule. Pensez que, en 2 semaines, du 27 janvier au 13 février 1939, 2 vagues de population allaient se déverser dans une seule région, celle du Roussillon, entre Prats de Molló, dans la montagne, et Cerbère, sur la côte. 150 000 personnes passèrent par le Perthus, 140 000 par Cerbère, 100 000 par Prats de Molló, 40 000 par Bourg-Madame, 30 000 par Saint-Laurent de Cerdan et un nombre important par les îles. Je les énumère pour que l'on se fasse une idée exacte de la situation. Il y eut alors, de la part du gouvernement français, beaucoup d'improvisation et de précipitation. De la part des milieux xénophobes, beaucoup d'opposition contre, entre guillemets, la racaille rouge qui allait envahir la France. Mais de la part du peuple français, il y eut une grande solidarité, puisque lorsqu'il fut décidé d'ouvrir la frontière avec précaution, et seulement aux femmes, enfants, vieillards et soldats blessés, et qu'il fut impossible de contenir cette avalanche de population, même avec la présence de l'armée, 70 départements français les accueillirent librement dans des locaux de fortune et à la mesure de leurs moyens. Femmes, enfants, vieillards qui transitèrent par des camps de regroupement du Boulou, puis furent dirigés en train vers les régions d'accueil. Du 27 janvier au 4 février, 250 000 femmes, enfants, vieillards rentrèrent en France. Un journaliste du Figaro écrira à cet effet « Les montagnes ruisselaient de gens ». La seconde vague, celle du 5 au 13 février, n'eut pas du tout le même accueil. C'était la retraite de l'armée républicaine, avec tout l'armement, l'attirail, les camions, les bestiaux. C'étaient des soldats qui combattaient le fascisme et espéraient être aidés et secourus par les pays amis. Ils déchantèrent. Les régiments de Sénégalais, de Tabor, de Dragons les attendaient pour les surveiller, les fouiller, les rudoyer, les trier, les séparer. Et comme rien n'avait été prévu pour les encadrer, on les poussa comme du bétail vers la plage d'Argelès. Une plage sur laquelle, dans un rectangle de 500 mètres de long et 200 mètres de large, on crut y pouvoir étaler tout le monde sur le sable nu. Les soldats qui avaient conservé leur couverture purent s'abriter dans de sortes de tentes en creusant le sable pour survivre ou pour y mourir. Le camp d'Argelès, prévu pour 180 000 hommes, reçut bientôt l'arrivée de 140 000 autres venant de la montagne, ce qui obligea les autorités à dresser d'autres camps. Ainsi, toutes les plages du Roussillon, de Saint-Cyprien jusqu'à Agde, furent accaparées et d'autres à l'intérieur de la région du Midi. En urgence, on construisit les baraquements avec l'aide des internés. Et rapidement, les camps devinrent des villages d'îlots, dans lesquels les internés se rassemblèrent par affinité, créant tout ce que comporte la société humaine. Durant des mois, ils durent organiser
une existence commune pour supporter l'internement et la misère. Les professeurs donnèrent des cours, les musiciens formèrent leur chorale, les sportifs fondèrent des équipes de foot, des journalistes éditèrent leurs revues avec des caractères gravés dans la chair des pommes de terre. Mais tous étaient en attente d'emploi. Et car les camps furent une importante réserve de main-d'œuvre, surtout pour l'agriculture. De sorte que, peu à peu, le nombre d'internés diminua, d'autant que beaucoup d'entre eux furent par la suite incorporés d'office par l'armée dans la création des compagnies des travailleurs étrangers, lesquelles avaient pour mission d'entretenir et de réaliser des ouvrages militaires aux frontières de l'Est. Pendant ce temps, en ce qui concerne les femmes, les enfants, les vieillards hébergés chez l'habitant, des grands changements allaient se produire. La déclaration de la guerre contre l'Allemagne, le 3 septembre 1939, poussa le gouvernement, à la suite de décrets et décisions à l'encontre des étrangers en temps de guerre, à les rassembler dans les camps existants, comme ceux de Roussillon, ou à en créer d'autres, comme celui qui nous concerne aujourd'hui, le camp de Miellin, où l'on interna les femmes, les enfants, les vieillards, accueillis humainement dans le département de la Haute-Saône. Ainsi, de réfugiés que nous étions, nous passâmes à la qualité d'internés. C'est tout. Je passe la parole à Delio Pelejero, notre trésorier. Delio Pelejero, fils, petit-fils d'internés à Miellin, trésorier de l'Amicale de Miellin. Au nom de l'Amicale de Miellin, que nous avons créée le 11 avril 2011, je vous remercie d'être venus nombreux ici, et surtout les anciens internés qui, pour vivre ce moment historique, ont tenu à refaire le grand voyage vers ce petit village de la Haute-Saône à jamais gravé dans leur mémoire. Avant d'évoquer en quelques mots le destin de ces enfants, femmes et vieillards internés dans ce camp pendant de longs mois, 2 années pour certains, permettez-moi de vous raconter une bien étrange histoire. En mai dernier, avec quelques membres de l'Amicale, nous nous sommes retrouvés ici, au bord de cette route, devant cette magnifique forêt. Une fois le talus descendu, à quelques mètres, sont apparus les murs encore vaillants du centre de Miellin. Malgré les grands arbres qui avaient envahi les lieux et l'usure du temps qui avait décoiffé ces bâtiments, le murmure à leurs pieds donnait une véritable animation musicale. Très vite, une terrible sensation s'est emparée de nous. L'impression que ces murs gris avaient encore quelque chose à nous dire, qu'ils avaient résisté à l'usure du temps pour qu'enfin soient écrites les pages manquantes à ce livre d'histoire devant nous présent. Voilà le sens de la mission que nous avons menée. En février 1939, la guerre d'Espagne se termine par une tragédie. Vaincue par les troupes franquistes, alliées des puissances fascistes, Hitler et Mussolini, l'armée républicaine en déroute et des centaines de milliers de civils fuient vers la France dans un indescriptible chaos. Ce sera la retirada. Des images de cet exode feront le tour du monde et marqueront les esprits à jamais. À la frontière, les familles sont séparées et les soldats désarmés. On entasse dans l'urgence des milliers de femmes et enfants dans des wagons qui peu à peu prennent la direction de régions lointaines. Un des trains, après un voyage épique chargé d'1 million de personnes, arrive dans une région inconnue. Des paysages verdoyants se déroulent devant les yeux inquiets de ces enfants.
nous sommes arrivés dans la Haute-Saône. Ils savaient que le pire pour eux aurait été d'être ramenés en Espagne, où la répression contre les républicains avait commencé. Elle allait faire 200 000 victimes. Peu à peu, le train déverse des flots de réfugiés dans des villages de ces départements qui les accueillent dans des conditions précaires. Pour ma famille, une douzaine de personnes, ce sera la prison désaffectée de Gré, avec une centaine d'autres réfugiés. Cette prison avait été utilisée pour les prisonniers allemands de la Première Guerre mondiale. Quelle humiliation! Eux qui avaient rêvé d'une Espagne républicaine à l'image de la France, ce pays qui leur avait apporté de multiples témoignages de soutien pendant cette terrible guerre, et d'où étaient partis combattre les plus illustres de ces soldats. Ils réoccupaient malgré eux les cellules nauséabondes des ennemis de notre patrie. Sous un régime de semi-liberté, ils ne survécurent que d'expédients. Cependant, la fierté naturelle de ces enfants et la dignité de leur comportement les firent accepter rapidement par la population de Gré, qui manifesta à leur égard de multiples témoignages de sympathie. Les habitants de la ville leur achetaient volontiers des friandises quand ils rôdaient affamés devant les magasins. Les mères dépensaient leurs derniers sous pour améliorer l'ordinaire ou vendaient leurs bijoux pour acheter du pain et de l'huile. C'est grâce à cela que nous ne sommes pas morts de faim, me disait ma famille. En septembre 1939, 600 réfugiés sont arrachés aux différentes structures d'accueil mises en place dans la Haute-Saône et entassés dans des wagons brinque-ballants qui filent vers les premières montagnes des Vosges et la vallée de Miellin. Dans ce centre sommairement aménagé, on les entasse dans des chambrées de 60 personnes avec des litières de paille où l'on se serrait les uns contre les autres, dans des couvertures de survie ramenées d'Espagne. Là, allaient s'écrire les pages les plus cruelles de leur calvaire. Ils y connaîtront de terribles épreuves pendant de longs mois, 2 années pour certains. L'enfermement d'abord, dans des conditions très autoritaires, la promiscuité et le manque d'hygiène. Le torrent était la salle de bain commune des internés. La faim, bien sûr, l'approvisionnement était rare et sommaire. Rosa, ma tante, avait 14 ans. Elle me disait il y a quelques jours qu'elle était toujours volontaire pour la corvée de peluche. J'en glissais quelques-unes dans ma poche et je les faisais griller sur le poêle sans que l'on me voie. Les maladies qui anéantissaient les plus faibles et que l'ambulance de Lure emmenait vers un destin improbable. La peur aussi, car on menaçait de les renvoyer en Espagne. Des émissaires du franquisme intervenaient dans ce sens à Miellin. Les couples de personnes âgées étaient séparés et ne pouvaient communiquer que par de furtifs signes de la main. Le froid aussi, terrible, pour ces enfants habitués à des hivers plus cléments. Les habitants de ce village sauront ce qu'un hiver ici, dans ces conditions, veut dire. Malgré tout, dans ce centre, va se dérouler une partie importante de leur enfance. Une parenthèse entre la guerre d'Espagne et la Deuxième Guerre mondiale, pour laquelle les républicains espagnols paieront encore à leur tribut. Ils gardent les souvenirs de ces jeux que l'on improvisait, ces interminables parties de luge, ces glissades sur le torrent gelé, ces veillées où, serrés les uns contre les autres, on chantait des airs de sa patrie perdue, et puis aussi les premiers émois amoureux. Les nouvelles qui arrivaient au camp donnaient quelquefois de l'espoir. On annonçait la trace de parents disparus dans la tourmente de la guerre, retrouvés vivants, et pour qui les femmes s'étaient endeuillées. Peu à peu, les pères, les grands-pères, les oncles sortaient des camps et avaient des moyens de subsistance qui leur permettaient de faire sortir ces femmes et enfants du centre. Pour tous ceux qui ont vécu cette histoire douloureuse, aujourd'hui dispersée à travers notre pays, pour leurs familles à qui, malgré une compréhensible pudeur, ils ont tant de fois narré ces souvenirs, et pour nos chers parents, aujourd'hui disparus, il nous a semblé important de faire valoir notre droit à la mémoire historique. Cette page d'histoire ne nous appartient déjà plus, c'est celle de Miellin.
c'est celle de ce département. Nous nous étions donnés pour mission de lever cette stèle en leur honneur. Les difficultés étaient grandes, mais ici, dans ce village, ici, dans cette région, tout devient facile. En mai dernier, nous avons découvert Miellin. Nous avons été stupéfaits par toutes ces personnes qui se sont intéressées à notre lointaine histoire et nous ont spontanément ouvert leur maison et leur cœur. Ils nous ont apporté de précieux témoignages. Sans eux, rien n'aurait été possible. Monsieur le maire nous a reçus et nous a apporté son aide et tout l'éclairage nécessaire pour mener à bien notre projet. Un grand merci à monsieur Guy Cole et toute sa famille. Il est né dans ce village à la même époque et sa maman garde le souvenir précis de ce camp. Nous avons été chaleureusement accueillis par sa famille. Ils ont été nos architectes et nos techniciens. Merci Guy, merci Francis. Un grand merci à monsieur et madame Mougenot qui nous ont apporté leur aide et permis d'ériger cette stèle devant le centre de Miellin. Nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette entreprise. Monsieur le préfet, qui dès le début s'est intéressé à notre action. Monsieur le président du Conseil général de la Haute-Saône, madame le conseiller général de Mélissé, et tous les élus de Franche-Comté, monsieur le maire et la municipalité de Miellin, sans qui rien n'aurait été possible. Le journal L'Est républicain et madame Lavoine, qui a superbement relayé notre projet. L'entreprise Hydgranit et monsieur Guirado, à qui nous avions confié la réalisation de la stèle et l'aide apportée. Remerciements à tous les souscripteurs connus et inconnus à travers tout notre pays qui ont financé ce lieu de mémoire. Ces futurs parents ont su transmettre à leurs enfants toutes les valeurs républicaines si chèrement défendues. Nous pouvons être fiers d'eux. Pour clore cette intervention, j'aurai une dernière requête à faire à monsieur le maire, qu'il nous accepte, nous aussi, un tout petit peu comme des enfants de Miellin. Elle ne m'a pas encore appelé. Et maintenant, madame Aurélia Frère Moya va nous faire une allocution. Je suis profondément émue de me retrouver 72 ans plus tard en ces lieux où se sont écoulés 6 mois de ma vie, de septembre 1939 à février 1940. J'avais 14 ans à cette époque, mais le paysage est tel que je l'avais conservé dans ma mémoire. Pareil. Cela me fait chaud au cœur de retrouver quelques-uns de mes anciens compagnons d'infortune présents à cette cérémonie. Et mes pensées vont vers ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous parce que malades et très âgés. En cette année de commémoration du 80e anniversaire de la République espagnole, cet hommage dédié à nos mères, tantes, frères et sœurs qui nous ont quittés, rêvés ici, maintenant et pour toujours, un caractère particulièrement solennel. Je voudrais évoquer brièvement quelques souvenirs qui marquèrent mon enfance et qui nous amenèrent à chercher refuge ici, en France. J'avais 6 ans, le 14 avril 1931, lorsque fut proclamée la Deuxième République espagnole. Ce jour-là, une sorte d'euphorie régnait dans mon village. Et c'est ce jour-là que j'ai assisté à mon premier défilé. Serrant la main de mon grand-père, j'ai parcouru les rues derrière la fanfare municipale et les portes de drapeau qui arboraient de nouveau le drapeau républicain et le drapeau catalan qui avait été longtemps interdit. Au son
des rythmes de Riego et de la Marseillaise chantée en catalan, la foule criait « Vive la République, vive l'Espagne républicaine, vive la Catalogne républicaine ». Des applaudissements fusaient des balcons et des fenêtres lors de notre passage. J'étais ravi. Bon, alors, dès lors, le village commença à bénéficier des mesures prises par le gouvernement républicain. Il y a eu l'installation de l'électricité et de l'eau potable dans tous les foyers. Il y a eu une réforme agraire, je ne savais pas ce que c'était. La construction de nouvelles écoles, ça me concernait. Droit au divorce. Et puis le 16 février, le droit de vote pour les femmes. Ça aussi. Alors, mes parents installèrent la radio. Ce fut un moment inoubliable. Un soudain accès à toute la vie du monde entier. J'étais contente. Durant 5 ans, ma vie s'écoula paisiblement. Et j'avais 11 ans, le 18 juillet 1936, lorsque des généraux félons, menés par le général Francisco Franco de Bahamontes, se soulevèrent contre la République. La guerre, la fermeture des écoles et l'appel au rassemblement de tous les hommes sur la place de la mairie, j'avais 11 ans, mais ils me firent comprendre la gravité du moment. Ce sont ces événements. La guerre civile commença et l'Espagne divisée en 2 camps, le camp républicain et le camp franquiste. Et la Catalogne, ma terre natale, se trouva dans le camp républicain. Mais j'avais des familles qui se trouvaient aussi dans le camp franquiste. Bon. 10 jours après le putsch, un pacte de non-intervention en Espagne, signé le 28 août, quelques jours donc après la déclaration, à l'initiative du gouvernement britannique, par 28 nations, et le premier coup de poignard porté à notre République. Ce pacte interdit au gouvernement légal d'acheter des armes à l'étranger. L'Allemagne nazie et les fascistes italiens, faisant fi du pacte, continuèrent à fournir des avions et des armements de guerre les plus modernes aux troupes franquistes. Du nord au sud, des violents combats ensanglantèrent l'Espagne républicaine. Nos soldats et miliciens, avec l'aide de 35 000 volontaires des brigades internationales, manquant d'armes et d'armement, ne pouvaient rivaliser avec les rebelles. Plus tard, l'histoire démontrera que la guerre d'Espagne fut le creuset de la Seconde Guerre mondiale. J'avais 13 ans, le 4 avril 1938, lorsque Lérida, située à 30 km de mon village, tombe. Après de durs combats aux mains des franquistes, aidés par des divisions motorisées italiennes et des troupes marocaines du Tercio. Les écoles fermèrent définitivement et les habitants du village se terrèrent dans les champs pour s'abriter des bombardements. Mais le 25 juillet, à la surprise des franquistes et des nations et des stratèges militaires, l'armée républicaine de l'Ebre déclenche une bataille au sud de la Catalogne, qui sera l'ultime, la plus grande et la plus meurtrière de l'Espagne. Elle dura 114 jours, jusqu'au 15 novembre. Et elle sera immortalisée par la chanson El Paso del Ebro, Rumba la Rumba. Les pertes républicaines s'élevèrent à plus de 70 000 hommes et les Français des brigades internationales, la Marseillaise et la Commune de Paris,
y payèrent un lourd tribut. Au moment où le gouvernement fait appel à tous ces hommes et lance un cri d'alarme aux nations démocratiques pour sauver la République agonisante, André Malraux, commandant de l'escadrille Espagne, déclare « L'une des composantes de la défaite de la République, c'est la disproportion entre l'aide fournie à Franco par l'Italie et l'Allemagne, d'une part, et à la République espagnole, d'autre part. » Le 28 octobre 1938, Barcelone fait ses adieux fraternellement déchirants aux survivants des brigades qui défilent dans ces rues. Parmi les discours prononcés, je retiens 3 phrases. Drapeau d'Espagne, saluez tant de héros, inclinez-vous devant tant de martyrs. Nous ne vous oublierons pas. Et quand refleurira l'olivier de la paix, alors, frères, revenez. Ainsi parlait Dolores Ibarruri, la passionaria. Restez, ainsi l'exigent les arbres et les plaines. Frères, Madrid à votre nom grandit et s'illumine. Ainsi parlait le poète Raphaël Alberti. Regardez-les. C'est la légende, c'est l'histoire qui passe. Ainsi parlait André Malraux. En décembre 1938, au moment où les divisions rebelles encerclent la Catalogne, ma famille décide de rejoindre la cohorte des civils sur la route de l'Exode. Et durant un mois, nous marchons vers la France, talonnés par l'avance des troupes franquistes et mitraillés par les avions italiens qui descendaient au ras du sol. Il me semble encore aujourd'hui ressentir l'empreinte de toutes ces routes catalanes sous la plante de mes pieds. Le 2 février 1939, nous parvenons indemnes au col du Pertuis. Le spectacle qui s'offre à nos yeux est effrayant, indescriptible. On dirait qu'un cyclone a déversé en ces lieux toute la misère humaine. Carrioles, matelas, baluchots et ustensiles divers s'amoncellent dans les fossés et sur le bord des routes. Nous faisons de même. On jette tout. On entend les plaintes des soldats blessés que nul ne soigne, les cris des enfants égarés, perdus, morts de faim, de froid et de peur qui appelaient leur maman. Les hennissements des chevaux attachés aux arbres, les sanglots d'une maman serrant le corps inanimé de son bébé. J'entends même quelques ora pro nobis murmurés par des vieilles femmes. Il ne manque que l'aboiement des chiens, disparus au fur et à mesure de la pénurie de nourriture. Grelottant de froid et de faim, je souhaite alors que mes oreilles n'entendent plus rien et que mes yeux ne voient plus. Le 10 février, les troupes franquistes atteignent la frontière franco-espagnole. Nous sommes passés les deux, le 10, ils étaient là. Parvenus au Boulou, en convoi bâché, nous sommes accueillis par la Croix-Rouge et des comités d'aide aux Espagnols républicains qui nous distribuent de la nourriture chaude. Un comité sanitaire créé par le docteur Pierre Rouquès prodigue des soins d'urgence aux enfants et aux blessés. Le lendemain, les autorités françaises séparent les femmes, les enfants et les invalides des hommes et des soldats, et nous montons dans un train bondé de réfugiés. Nous roulons vers une destination inconnue. À chaque halte, cependant, des comités d'aide aux enfants espagnols ou la Croix-Rouge nous tendent de la nourriture, des biberons et même du chocolat. Oui. À chaque... Ce soir-là, nous dormons à Lure. Nous dormons à Lure, d'où nous sommes transférés
vers diverses bourgades du département de la Haute-Saône en camionnette. Le 5 février 1939, nous arrivons à Plancher-Bas, où nous sommes logés dans une ancienne caserne. L'accueil chaleureux... On n'entend rien? Non, il n'y a pas. L'accueil chaleureux des habitants nous réconforte. Et quelques jours après, la plupart des enfants espagnols sont accueillis par des familles françaises. La famille Émile Deloy, dit Milo, et sa sœur, celle d'Henri Cardot. Et moi-même, je suis accueillie chez Charles et Marie Griset, dit Pili, donc un des petits-enfants est là. Nous avons eu toujours des relations avec. Merci François. Cette famille avait 2 filles. L'une s'appelait Marguerite et l'autre Fernande. Elle avait mon âge. Par leur gentillesse et par leur générosité, ces familles apaisent les traumatismes que nous avons vécus. Alors, nous avons aimé les Français. À l'école de Plancher-Bas, où nous sommes inscrits, tous les petits Espagnols sont inscrits, nous nous appliquons à bien apprendre le français. Le 27 février 1939, alors que Madrid et la zone républicaine centre-sud, avec 75 000 soldats, résistent toujours, Papa Charles nous informe de la chute de la Catalogne, de la reconnaissance du gouvernement franquiste par la France et l'Angleterre, et la nomination du maréchal Pétain comme ambassadeur auprès de Franco. La plupart des nations, hélas, imitent leur exemple. Nos mères à la caserne suivent avec angoisse les événements. À Madrid, notre héroïque capitale, des combats quotidiens se déroulent, quartier par quartier, rue par rue. Et ce 28 mars 1939, tout s'effondre, Madrid est tombé. Alors nous entonnons los Cuatro Generales, qui, mieux qu'un Magnificat, rend hommage aux défenseurs de notre capitale. Et nous pleurons. Courant avril, nous apprenons que mon père et mon oncle se trouvent avec plus de 10 000 réfugiés dans un camp de concentration de Bram, après avoir été parqués quelques jours dans celui d'Argelès-sur-Mer. Le 14 juillet 1939, présence sur la place de la mairie de Plancher-Bas, nous célébrons le 150e anniversaire de la Révolution française et fêtons avec tous les élèves de l'école la prise de la Bastille. Mes instituteurs de Plancher-Bas, monsieur et madame Mativet, nous ayant expliqué la signification de cette fête nationale et des 3 mots liberté, égalité et fraternité, alors nous avons aimé la France. Le 25 août 1939, la gendarmerie nous annonce, sans explication, que nous devons quitter le village. Cette nouvelle plonge nos familles françaises et nous plonge tous dans la consternation. Pourquoi? Malgré les demandes d'information de Papa Charles, rien ne transpire du côté officiel. Et nous partons vers une petite commune appelée Ambulance, je pense que monsieur le maire est là, où le 3 septembre, nous apprendrons la déclaration de guerre entre la France et l'Allemagne. Après une halte de quelques jours en Blanche, les 11 membres de ma famille rejoignent au centre de Mielin quelques centaines d'autres réfugiés espagnols logés dans une usine désaffectée où l'on procède encore à quelques travaux de réfection. Situé dans une enclave au pied du ballon de Servance, le centre est totalement isolé du monde extérieur
par des montagnes boisées de sapins. Des sapins aussi fiers que des hidalgos espagnols. Oui, j'ai oublié les grillages, mais les grillages y étaient. Bon. J'ai l'impression que le choix de ce lieu est destiné à occulter nos existences. Dans un premier temps, je suis heureuse de retrouver des compatriotes. Mais l'angoisse ne tarde pas à m'envahir. Dans le centre, il n'y a ni eau courante, ni toilettes, ni chauffage adapté pour l'hiver, ni journaux, ni école. Et je m'excuse, et les latrines sont à l'extérieur. L'hiver, nous dormons entassés sur des chalets recouverts d'une mince couche de paille à 60 personnes par dortoir. Je ne reviendrai pas sur le manque de nourriture, ni sur le froid de cet hiver terrible, où le thermomètre descendit à moins 20 degrés. Notre ami Delio l'a déjà évoqué, mais je signalerai simplement que si les premiers jours, la vue des charançons surnageant dans mon assiette me révulsait, bien vite j'avalais tout et me précipitais dans les cuisines pour avoir du ravioli. Hélas, il n'y en avait pas. La gale se répandit comme une traînée de poudre dans les dortoirs et nous n'avions aucun médecin pour la combattre, ni médicaments. Comme les autres enfants, elle ne me laissait pas en paix. L'aspect positif, c'est qu'en me harcelant la peau, elle reléguait en second plan la faim qui tenaillait mon estomac. Puis ce fut la diphtérie, les angines, les maux d'estomac, le rachitisme. Pas de médecin dans les centres. Les enfants étaient amenés à l'hôpital de Lure. Certains n'en revinrent pas. À cette époque où nul ne pouvait pénétrer ou sortir du camp, des camions de propagande franquiste, au moyen de haut-parleurs, venaient nous exhorter à regagner notre pays, se portant garant de notre impunité. Certains réfugiés, parmi les plus âgés, nous quittèrent. Mourir pour mourir, nous préférons mourir chez nous, disait-il. Malgré ces conditions, nous, les jeunes, nous avions 14 ans, organisions quelquefois des soirées. On entonnait des chants de la guerre d'Espagne, les Andalus du flamenco, les Aragonais des Jotas, Maria, des Jotas, les Catalans des Sardanes. Mais lorsque j'entendais Catalunya plora, je cachais mes larmes. Je me souviens aussi de ma jeune sœur Ramona, qui, à 10 ans, juchait sur une table du réfectoire, dansait et dansait toujours. Ouais. La solidarité existait dans le camp, sourde et muette. Qui avait déposé ce morceau de pain là où dormait le petit Louis? Qui avait tricoté des petits chaussons pour le bébé de Bertha? Qui avait recouvert les épaules de ces grands-mères qui ne sortaient plus de leur paillasse? Ces petits gestes valaient de l'or. À cause du froid, nos mères ne se levaient plus. Et nous, les jeunes, n'allions plus nous débarbouiller au petit ruisseau parce que ces eaux étaient recouvertes de glace. Qui nous sortira de là, me demandais-je? Quel serait le bon samaritain qui viendrait alléger nos souffrances, à l'instar de ce petit oiseau qui, de son bec ensanglanté, retirait avec précaution les épines de la couronne saignant le front du Christ, comme le chantait ma mère. La foi religieuse qu'on m'avait inculquée lors de ma première communion s'effritait au camp des Miens. Un jour, Henri Eloi, le papa Milo de ma cousine Cinta, blessé de guerre 14-18, nous rendit visite, malgré le panneau
mentionnant contagieux, cloué à l'entrée du camp. Il nous apporta de la nourriture et des nouvelles de nos familles de plancher bas, où un contingent des jeunes appelés avait rejoint le front. Il promit de revenir nous voir. Il n'en eut pas l'occasion. Nous avons quitté le camp fin février 1940. Suite à la mobilisation des soldats français et dans le cadre des besoins de main-d'œuvre, mon père et mon oncle furent libérés du camp d'Abraham pour travailler dans une usine de lin près des camps dans le Calvados. Leur salaire fut la chance qui permit notre sortie du camp. Le jour de notre départ, du haut de la camionnette qui nous amenait, c'est le cœur serré que nous apercevions à travers un tourbillon de neige, nos compagnons d'infortune, qui criaient « Salut, camarades !» certains le poing levé. Avant de conclure, je vous dirai que ces terribles événements subis dans notre jeunesse nous ont grandi avant l'âge et ont fait de nous tous les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Des êtres sans rancœur, solidaires envers ceux qui souffrent, qui ont faim, respectueux de la dignité et de la liberté humaine, amoureux de la paix. Depuis notre sortie du centre de Miellin, où nous n'étions que des exilés et des apatrides, nous avons tous contribué par notre travail à la prospérité de l'économie française, comme y contribuent désormais nos enfants et petits-enfants. Depuis notre sortie et à cause de cela, nous sommes enfin devenus Français à part entière, avec toujours notre chère Espagne au cœur. Je vous remercie de votre attention. Toi, tu dansais, ma petite, hein, tu dansais. Ah oui, on était jeunes à l'époque. Mais j'ai essayé. Eh bien, je passe maintenant la parole à notre ami et membre d'honneur, Jean Hogg. Monsieur le préfet, monsieur le président du conseil général, monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers amis. Mes premiers mots seront pour remercier monsieur le maire de Miellin d'avoir bien voulu faciliter l'implantation en ces lieux d'une stèle rappelant l'existence de 1939 à 1941 d'un centre d'internement de centaines de familles de réfugiés républicains espagnols. L'inauguration de cette dalle, humble mémorial à la mémoire d'enfants, de femmes et d'hommes jetés sur les routes de l'exil, loin de leur chère patrie, s'inscrit tout naturellement dans la lutte contre l'oubli. Je salue respectueusement les membres de l'amicale de Miellin, qui ont trouvé au soir de leur vie la force de se rassembler et d'agir pour marquer dans la pierre le souvenir de cette cruelle page d'histoire. Dans le même esprit, je voudrais rendre un hommage très appuyé à la présidente de votre amicale, notre chère Aurélia Moya, dont le dynamisme et la ténacité ont permis de catalyser les énergies des survivants du centre d'internement. Pour les anciens combattants de la résistance, le devoir de mémoire, c'est-à-dire la dette que nous devons
à nos frères tombés dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, ce devoir de mémoire est toujours indissociable d'une soif de vérité et de justice. À cet égard, l'implantation de cette stèle aux confins des frontières du pays a l'immense mérite de déchirer le voile de l'oubli et du silence qui s'était répandu de façon insidieuse comme un brouillard opaque sur les souffrances et les humiliations de centaines de familles de réfugiés républicains espagnols que la République française avait exilés à plus d'un millier de kilomètres de leur terre natale. Dans cette période, des familles françaises de Miellin et des localités environnantes, entourées d'une chaleureuse solidarité, s'est réprouvé de l'ère du temps. Que toutes ces familles soient assurées de notre sincère et infinie gratitude. Chers amis, avec l'implantation de cette stèle du souvenir, l'injustice qui rejetait dans l'ombre ces oubliés de l'histoire est ainsi pour partie réparée. Et la cérémonie de ce matin prend donc une signification hautement symbolique. Elle nous donne en effet l'occasion, hélas trop rare, de rendre hommage à la fois aux réfugiés républicains espagnols internés en France, mais aussi à ceux d'entre eux qui ont participé aux côtés des résistants français au combat pour la reconquête de notre indépendance. Sur les routes de l'Exode, fuyant l'armée franquiste, ces pionniers de la lutte antifasciste étaient portés par cette flamme qui fit écrire à Aragon « Je porte la victoire au cœur de mon désastre ». Car s'ils avaient battu en retraite, s'ils s'étaient exilés, ils n'avaient pas abdiqué, ils n'avaient pas renoncé. Et comment auraient-ils pu se soumettre alors qu'ils avaient combattu, comme on l'avait fait depuis la nuit des temps, pour défendre les conquêtes de leur République, à savoir le droit à une vie nouvelle et libre, le droit à une vie qui ne soit pas un enfer ici-bas pour des millions de paysans sans terre et les travailleurs des villes. N'oublions jamais qu'ils furent les premiers à affronter les armes à la main le fascisme, le franquisme, ce fascisme ibérique, héritier des traditions d'intolérance et de cruauté de l'Espagne de l'Inquisition. Un fascisme ibérique qui prétendait, comme ses acolytes de Berlin et de Rome, rayer de l'histoire le temps des Lumières, c'est-à-dire les idées de liberté, d'égalité et de fraternité qui firent la grandeur des hommes de 1789. C'est l'honneur des républicains espagnols d'avoir été les premiers à combattre militairement la peste brune qui allait quelques mois plus tard déferler sur toute l'Europe et menacer les racines de la civilisation. Et alors que les grandes puissances abandonnaient l'Espagne républicaine, Dolores Ibarruri, plus connue sous le nom de la Pasionaria, de passage à Paris, lançait ce cri d'alarme. Aujourd'hui c'est nous, demain ce sera vous. Pour le malheur des peuples, cet avertissement devint vite réalité, avec notamment la défaite de l'armée française en juin 1940. Dès lors, personne ne pouvait plus en douter. La guerre d'Espagne n'avait pas seulement été un pan d'essai pour le matériel et les hommes de la Wehrmacht, elle fut en fait le prélude de la Seconde Guerre mondiale. Certes, Franco l'emporta, mais la défaite avait appris aux républicains espagnols qu'on peut avoir raison, mais être vaincu par la force. Aussi, forts de leur bon droit, la rage au cœur, ils refusèrent de s'agenouiller, alors que rien ne les y obligeait. Ils s'engagèrent à nos côtés dans une résistance héroïque, mais combien sanglante. Plus de 5000 d'entre eux furent déportés au camp de la mort de Mauthausen et beaucoup y perdirent la vie. Environ 6000
furent tués dans les combats contre l'envahisseur nazi. D'autres s'engagèrent dans la 2e DB de Leclerc ou dans la Légion étrangère. Enfin, n'oublions jamais qu'ils furent les premiers à entrer le 24 août 1944 dans Paris insurgé, dans leurs blindés qui portaient les noms emblématiques de Madrid, de Teruel et de Guernica. Mesdames et messieurs, chers amis, ma conclusion coulera donc de source. Que toutes celles, que tous ceux qui ont rendu possible cette cérémonie du souvenir soient très chaleureusement remerciés et félicités. Une cérémonie qui honore un passé émouvant et qui honore votre département et votre village. Enfin, une cérémonie qui rappelle et perpétue les souffrances, les humiliations des hommes, des femmes, des enfants et des vieillards, internés durant de longs mois dans cette terre lointaine, et dont le seul crime était de n'avoir eu d'autre azur que le bonheur de l'humanité. Merci de votre attention. Et maintenant, je passe la parole à Monsieur Yves Benet, maire de Miélan. Merci. Madame Aurélia Frère Moya, présidente de l'association Les Amis du Camp de Miélan, Monsieur Ramon Zafón, président d'honneur de l'amicale, Mesdames et Messieurs les enfants, petits et arrière-petits-enfants de personnes qui ont séjourné dans le camp de Miélan, Monsieur le préfet de la Haute-Saône, Monsieur le sénateur président du Conseil général de la Haute-Saône, Monsieur le député, Monsieur le sénateur, Madame la conseillère générale, Madame la représentante de la région, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être venus si nombreux dans cette vallée de Miélan, située aux confins de la Haute-Saône. Cette vallée est parcourue sur toute sa longueur par une petite rivière dont le nom, la Doue de l'Eau, est loin d'évoquer les douloureux moments qui se sont déroulés sur ces rives il y a 70 ans et pour le souvenir desquels nous sommes réunis aujourd'hui. Je ne referai pas l'historique de ces événements. Ils viennent d'être faits de façon très émouvante par la présidente, le président d'honneur de l'amicale, le trésorier, monsieur le représentant des résistants. Ils ont retracé donc le séjour de certains de ces réfugiés, la présidente et le président d'honneur notamment, qui ont séjourné ici à 14 et 10 ans, dans cette usine désaffectée et réaménagée de façon rudimentaire, et dont on peut encore aujourd'hui voir les ruines en contrebas de la route située derrière vous. Je voudrais simplement féliciter et remercier tous les membres de l'amicale du camp de Miélan. Les féliciter d'abord, et en premier lieu, d'avoir choisi une date ensoleillée pour cette inauguration. Mais surtout, bien sûr, les féliciter pour leur volonté et leur ténacité à mener à bout ce projet d'ériger une stèle à Miélan en souvenir du passage en ce lieu et dans des conditions précaires de femmes et d'enfants de septembre 1939 à décembre 1941. Je voudrais ensuite les remercier pour le devoir de mémoire qu'ils nous ont obligés à faire. Il ne reste en effet plus beaucoup de souvenirs à Miélan du séjour des réfugiés espagnols et du combat des républicains espagnols contre la dictature, d'abord en Espagne, puis dans toute l'Europe. Comme il vient de n'être rappelé, nous devons nous souvenir simplement que ce sont effectivement les républicains espagnols qui, au sein de la Nueve, la 9e compagnie de la 2e division du général Leclerc, qui entrèrent les premiers à Paris le 24 août 1944. Merci donc de nous rappeler, par l'inauguration de ce monument,
et des souvenirs douloureux qu'il commémore que nous devons toujours être vigilants pour ne pas retomber dans ces travers dont l'humanité a malheureusement le secret. Pour terminer, je voudrais dire aux trésoriers de l'association que, bien entendu, ils seront toujours les bienvenus à Miella, surtout s'ils ont la bonne idée de nous amener un soleil espagnol comme ça. Mais je dirais aussi à tous ceux qui sont présents ici que s'ils veulent venir à Miella, ils seront aussi bien accueillis. Merci. Et maintenant, je cède le micro à Madame Davio, conseillère générale du canton de Mélicy. Mesdames et messieurs, j'habite ce canton depuis 1954, soit seulement 13 ans après la fermeture de ce camp, pudiquement appelé Centre d'accueil des réfugiés espagnols. Or, jamais je n'en avais entendu parler, jusqu'à ce que les victimes et leurs descendants demandent l'édification de cette stèle du souvenir. J'ai lu et relu leurs témoignages avec une tristesse mêlée de révolte et de honte. Je ne comprends pas que dans notre pays, on ait pu supporter pendant des mois, pendant ce terrible hiver 40, que des enfants, que des femmes déjà meurtries par la tragédie de leur pays et par la détresse de l'exode, soient condamnés à vivre, ou plutôt à survivre, dans ces abominables conditions. Heureusement, localement, des âmes généreuses et fraternelles, auxquelles je veux rendre hommage, ont apporté un peu d'humanité et ont atténué les ombres de ce tableau. Pourtant, je ne condamne pas, je ne justifie pas, je tente de comprendre. En 1939, la France compte 40 millions d'habitants et c'est 900 000 réfugiés, dont 500 000 qui arrivent en quelques semaines après la sanglante bataille de l'Èbre. Rien n'est prêt, rien n'est prévu, c'est la hâte et l'affolement, mais on les accueille malgré tout. Puis en ce début de 1939, la guerre inévitable, nous ne sommes pas prêts pour résister à la puissance militaire nazie. L'inquiétude en France est grande. La présence massive de tous ces réfugiés n'est plus prioritaire. Dans l'urgence et le désarroi, on fait n'importe quoi. C'est ainsi qu'après la reconnaissance du pouvoir franquiste par le gouvernement, sous prétexte de les identifier, on les regroupe, parfois maladroitement, inhumainement, comme ici à Miella, dans cette usine désinfectée et inappropriée, loin des villages et surtout dans une région où les hivers sont rigoureux. Aussi peut-on comprendre le sentiment de condamnation et d'abandon qu'aient éprouvé ces malheureux exilés. Je m'adresse donc à vous, qui êtes les survivants. Beaucoup d'entre vous et vos descendants sont pourtant restés en France. Et sans oublier vos racines, vous êtes Français à part entière. C'est pourquoi aujourd'hui, vos souvenirs et votre peine sont aussi les nôtres. Je passe la parole maintenant au président du Conseil général, M. Yves Cratage. Monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers amis d'Espagne, et pour certains, d'Espagne et de France, parce qu'ils ont adopté notre pays. Vous venez, par vos témoignages, de greviller dans notre mémoire, ou celle de nos parents, ou de nos grands-parents. Il est impossible de commenter ces témoignages. Ils sortent de vos entrailles, au fin fond de votre pensée, de votre mémoire, du vécu de votre enfance. Aussi,
plutôt que d'expliquer, moi je voudrais essayer de resituer cet épisode dans le fil de notre histoire commune. Les combattants de la Première Guerre mondiale voulaient que ce soit la der des guerres, la dernière des guerres, tant ils avaient vécu l'enfer. Du traité de paix raté à la naissance, malgré tout, de nouvelles républiques, on est passé d'un espoir à un autre, d'un idéal partagé pour les peuples. Et puis, ces républiques ont été tuées, anéanties. Celle de Weimar en Allemagne, anéantie par le vote et la conquête du pouvoir par Hitler. Celle d'Espagne, anéantie par les armes et par des alliances que vous avez rappelées. De ces désastres, de la terrible crise de 29, sont nées d'autres souffrances, d'autres inquiétudes et la montée de la xénophobie. Ici en France, moins qu'ailleurs, mais ici en France, quand même, et malgré tout. Pas pour tous les Français, mais pour certains aveuglés par des discours. Est venue cette période terrible, les années d'avant-guerre, la montée des périls. Cette France qui vous a assez mal accueilli, ou plutôt bien d'abord, puis ensuite très mal, n'a pas d'excuses à présenter. Elle n'est pas présente aujourd'hui, mais elle sait qu'elle n'a pas été à la hauteur. Quand je vous écoutais tout à l'heure, j'ai pensé à tous ces réfugiés, aux réfugiés de toutes les guerres, aux réfugiés qui partaient d'Égypte il y a quelques mois, qui partaient de Libye, qui se sauvent de Syrie ou d'ailleurs, pour lesquels un sort terrible est toujours réservé, nous le savons, des souffrances, et pourtant à chaque fois, ce sont presque tous des réfugiés qui fuient vers la liberté, qui croient en nos idéaux, qui croient aux valeurs que vous avez rappelées tout à l'heure. Et puis, nous le voyons dans les difficultés économiques et financières de nos États qui croissent chaque jour. Au fond de nos peuples pourtant libres, nous voyons monter à nouveau ces réflexes xénophobes. Nous voyons monter à nouveau des votes, disons, que les républicains et les démocrates qui sont rassemblés ici combattent par la démocratie. Alors moi, j'essaie, puisque je ne suis pas témoin de l'époque, de tirer enseignement pour notre engagement commun. Ici, tous ceux qui sont ici sont rassemblés par les mêmes idéaux. Que leurs racines soient au-delà des Pyrénées ou de ce côté, qu'elles soient en Haute-Saône ou qu'elles soient ailleurs. Ces idéaux, dans les crises, ils sont toujours en danger. Et ce qui doit aujourd'hui nous rassembler, c'est la défense de ces idéaux. C'est ces valeurs communes que vous avez exprimées et que nous exprimons nous aussi à chacune de nos manifestations patriotiques, à chacun de nos libérations collectives, à chacune de nos libérations collectives, à chacun de nos votes républicains. Dans cette crise, l'Europe elle-même, cette construction patiente que ceux de la Première Guerre mondiale avaient espéré, que ceux qui avaient fait la deuxième ont réalisé, cette construction elle-même est en danger. Et alors que nos peuples sont rassemblés dans cette construction, eh bien, je veux croire que ce que vous avez préparé pour aujourd'hui, cette mémoire que vous avez ressortie, que tout cela serve et serve la démocratie qui nous rassemble tous. Vive la démocratie, vive l'Espagne démocratique et vive la France.
je passe la parole à Monsieur Éric Presselina, le préfet de Haute-Saône. Monsieur le député, Monsieur le sénateur, président du Conseil général, Monsieur le sénateur, Madame la vice-présidente de la région, Madame la conseillère générale, Monsieur le maire, surtout Madame la présidente, Monsieur le président, et chers amis espagnols, français, binationaux, qui avaient vécu toute cette histoire présente parmi nous aujourd'hui. L'Espagne, comme la France, a connu une longue histoire. Nous n'avons pas eu la même. Pendant tout le XIXe siècle, des soulèvements militaires ont eu lieu et, arrivé en 1931, l'Espagne pensait se tourner vers un autre régime, une république qui certes a connu des excès de part et d'autre, mais une république qui avait installé une alternance politique, une république qui était, je dirais, le régime légal, le régime républicain, le régime légitime de l'Espagne. Et il a fallu que le 17 juillet 1936, le général Franco, qui déjà avait réprimé les révoltes des Asturies en 1934, veuille revenir à ce passé de l'Espagne, mais ce n'était plus un passé d'opérette, ce n'était pas une révolte militaire accidentelle, ce n'était pas une révolte de salon. Il a plongé l'Espagne dans une immense tragédie. Une immense tragédie qui a fait que pendant 3 ans, 2 Espagnes se sont affrontées, les familles se sont déchirées, des massacres abominables ont eu lieu. 500 000 morts, 1 million de morts. Personne ne sait aujourd'hui. De grandes voix comme le poète Lorca et tant d'autres se sont éteintes tout jamais. Et cette guerre a complètement transformé l'Espagne et a fait que l'Espagne aujourd'hui est différente. Et évidemment, je sais que vous suivez avec beaucoup d'attention tous les débats qui ont lieu en Espagne en ce moment sur la loi d'amnistie, qui sont des débats douloureux sur lesquels, évidemment, je ne prendrai pas position. Vous savez qu'en 1940, des réfugiés par milliers ont envahi les routes de France. Eh bien, quelques mois avant, ce n'étaient pas des réfugiés français, c'était des réfugiés espagnols. On a parlé de centaines de milliers de personnes qui se sont retrouvées sur les routes, ballottées d'un temps à l'autre. Alors j'ai beaucoup hésité avant de vous faire cette confidence, et puis finalement je vais vous la faire. Monsieur le Président du Conseil général disait que la France des années 30 n'était pas présente aujourd'hui. Moi, mon arrière-grand-père était président de la République française à cette époque. C'était Albert Lebrun. Je ne sais pas quelle position exacte il a eue dans cette affaire. Je ne vais pas vous cacher, il était comme beaucoup hostile à l'intervention en Espagne. Je replace ça dans le contexte. Albert Lebrun avait connu la Première Guerre mondiale. Il avait connu la guerre de 1870, et M. Kratinger a parlé de la der des der. C'était un homme de l'Est, et il voulait à tout prix éviter un nouveau conflit avec l'Allemagne, et il savait que ce conflit arriverait. Et donc la priorité, je pense, des Français à cette époque, du président Daladier, du président Lebrun, c'était d'essayer de sauver encore un peu la paix pour se préparer militairement à lutter contre l'Allemagne. Beaucoup ont dit que ça avait été une erreur, qu'il aurait fallu au contraire intervenir en Espagne. Là aussi, je ne sais pas comment refaire l'histoire. Ce que je sais, c'est que humainement, lui et sa femme étaient très sensibles au sort des réfugiés espagnols, puisque nous le savons par les traces qu'ils ont laissées, par des écrits. Je ne pense pas qu'ils aient su comment les réfugiés espagnols avaient été exactement accueillis en France. La France a quand même ouvert ses frontières et a ouvert sa porte. Vous allez me dire, mais dans quelles conditions? Oui, bien sûr. Dans quelles conditions? Dans une époque où l'étranger faisait peur, surtout l'étranger politisé.
on avait le mythe de la 5e colonne, qui est d'ailleurs né en Espagne, évidemment, plutôt une 5e colonne allemande, mais quand même, qu'est-ce que ces étrangers pouvaient nous amener de bon dans notre pays, alors que nous devions nous battre contre l'Allemagne? Alors sans doute, pour toutes ces raisons, on s'est méfié, et malgré l'accueil, vous l'avez dit, souvent chaleureux des habitants des villages traversés, la force publique a rassemblé ces hommes, ces femmes, dans des camps, elle les a déplacés. Bien sûr, ces familles, ces hommes pouvaient travailler dans les fermes alentours, mais les conditions étaient effroyables, dues aussi à l'hiver, à la montagne, à l'absence d'eau potable, d'eau courante dans les villages de l'époque. Et je dois dire que le témoignage de Madame a été, pour moi, évidemment, particulièrement émouvant. Ces Espagnols sont pour la plupart repartis en Espagne dans les années 41-42. Certains sont partis vers d'autres pays, d'autres sont restés en France, en Haute-Saône, y ont fait souche. Monsieur Safon, tout à l'heure dans son intervention, a rappelé avec beaucoup de justesse aussi toute cette histoire de la France et cette histoire de l'Espagne. J'ai lu dans un des documents qu'il m'a communiqué, il commentait le mot desterrado, desterrat en catalan. J'ai la chance de parler ces deux langues. Eh bien oui, c'est un mot tellement fort. Privé de la mère patrie, cet arrachement à la terre, c'est un mot encore beaucoup plus fort que le mot d'exil, qui d'ailleurs, exilio, exili, existe aussi dans les deux langues espagnoles et catalanes. Alors, même si vous avez été accueillis d'une certaine façon, même si vous risquiez moins la mort, mais vous la risquiez quand même, vous l'avez rappelé avec toutes ces maladies, eh bien la souffrance était là, la fatigue, le froid, les carences alimentaires, les maladies et malgré tout souvent la mort au bout du compte, dans des conditions extrêmement difficiles. Alors aujourd'hui, tous les discours officiels, qu'ils aient un lien avec les années 30 ou pas, n'effaceront jamais, bien sûr, les souffrances endurées, le malheur traversé, la vie qui aurait pu se construire autrement et qui a pris une autre voie. Mais aujourd'hui, en parler avec toutes ces autorités, députés, sénateurs, présidents de conseil général, régions, communes, qui vous a beaucoup aidé, la conseillère générale également, en parler, le commémorer, le matérialiser par cette stèle, peut-être peut transformer la douleur, lui permettre de s'apaiser, mais aussi transmettre aux générations futures, françaises, espagnoles, le souvenir de ces événements terribles des années 30. C'est ce que nous appelons, l'expression a été évoquée tout à l'heure, le devoir de mémoire. Alors il était important pour moi d'être ici aujourd'hui, de le manifester. Vous l'avez compris, en tant que préfet de ce département, en tant qu'homme également, bouleversé, comme tous ceux qui ont appris votre histoire à la lecture des témoignages présents dans les documents, bouleversé par les témoignages que ce matin nous avons entendus. Et vous me permettrez peut-être de finir par quelques mots d'espagnol. Je voudrais vous lire quelques extraits d'un poème que j'ai trouvé sur votre blog. Somos los tristes refugiados a este campo llegados. Después de mucho andar, hemos cruzado la frontera, a pie y por carretera con nuestro ajuar. Mantas, macutos y maletas, 2 latas de conservas y algo de humor es lo que hemos podido salvar, después de tanto luchar contra el facio invasor. Y pensar que hace 3 años España entera era una nación feliz, libre y próspera.
abundaba la comida, no digamos la bebida, el tabaco y el parné. Había muchas ilusiones, la paz en los corazones y mujeres a granel. Y hoy, que ni cagar podemos sin que venga un Mohamed, nos tratan como apenados y nos y nos dicen los quitan los soldados, ale, ale. Hemos pasado la frontera de pie por carretera con nuestro afán, muertos, balones y maletas, ladrones de conservas y algo de humor. Es lo que hemos podido dar después de tanto andar contra el sol. Y en la playa Ángeles Surmer nos fuimos a caer para no comer. Y hoy trabajo que venga un Mohamed, nos tratan como apenados y nos dicen los soldados, ale, ale, voilà. Bon, maintenant, nous allons procéder au dépôt de gerbes. Nous avons fait ça très officiellement. Hein. Au départ, nous ne savions rien d'un déroulement d'une cérémonie. On s'est renseigné, donc on va suivre la marche. Voilà. Bon, nous pouvons déposer les gerbes. Nous allons maintenant respecter 1 minute de silence. Eh bien, après cette cérémonie très émouvante, l'amicale du camp de Miellin et la municipalité de Miellin auront le plaisir de vous recevoir à la salle des fêtes pour continuer dans la convivialité cet instant très émouvant. Merci. Ah oui, parce que vraiment vous êtes formidable.
je ne connaissais pas ça. Oui, je suis dans ma 70e année, j'y croyais pas. Oui, j'y crois. Oui, je porte la médaille de la police nationale. Oui. Mettez-vous là-bas, je vais faire une photo. Je dirai un mot à monsieur le préfet avant. Ah oui, oui, oui. Encore un tout petit. Il en manque une. Ah, il en manque toujours un. On essaie qu'on en manque un. Vous pouvez regarder ici un petit effort, Aurélia. Bon, alors. Ça fait trop près. Ne bougez plus. C'est un tout petit peu. Voilà. Regardez ici. C'est OK. Oula. Vous savez, le catalan, nous sommes des catalans. Il y a un de nos appelants, un poète, un poète, qui nous avait dédicacé un livre. Li hem dit les 100 poésies de la résistance. Et j'étais partie là-bas, parce qu'il faisait trop lourd et on a pas pu. J'ai le livre. Il ne venait pas. Ah oui, mais on va comme là-bas, on va chanter le reste. Oui. Je lis le catalan. Mais oui, mais je lis comment ça? Bonne coupe de France, les fêtes sur la terre. Oui, 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 mettez-vous parmi nous. Voilà. Voilà, c'est bien derrière nous. C'est Arazón, Resegador, Arazón, Restaurante. On va rigoler là-bas. Yo me donaba. Oh, pues rumba la rumba la rumba va. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba va. Un buen día se reemplazó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y al ejército fascista, rumba la rumba la rumba va. Y al ejército fascista, rumba la rumba va. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Voilà. C'est bon là? C'est bon pour la photo? Mais c'est qu'on commence à avoir soif, hein? Oui, on fait soif. Surtout qu'il fait chaud. Il fait chaud et soif. Bon, ça y est, c'est bon. Bon, on y va?